tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont venus nous faire l'honneur d'être ici en personne dans la salle. Bonjour à tous ceux qui sont présents en ligne aussi. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Marius Kedoté pour une conférence qui va nous parler de la chaire Éco-santé en Afrique de l'Ouest, une histoire d'intervention et de recherche collaborative, interdisciplinaire et participative. Et je sais déjà que Marius a vraiment des choses très, très intéressantes à partager avec nous aujourd'hui. Au-delà de la science, c'est aussi des histoires humaines et des expériences qu'il va partager avec nous. Alors, Marius, Kedoté est le chef adjoint du département santé-environnement à l'Institut régional de santé publique de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il a fait une longue traversée pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. Il est aussi chercheur affilié à la communauté de pratique éco-santé et santé humaine en Afrique de l'Ouest et du Centre, donc la COPES AOC. Avant d'avoir toutes ces belles positions, Marius détient d'abord une maîtrise en bioéthique et il a travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années avec des expériences en éthique de la recherche et la protection des groupes vulnérables. Mais il est aussi titulaire d'un doctorat de santé publique obtenu ici même à l'ESPOUM. Alors, on ne lui demandera pas en quelle année, hein, bien sûr, mais c'est un fier diplômé de chez nous et on est très content de ça. Suite à ça, donc, il a développé beaucoup d'expériences professionnelles avec les approches écosystémiques de la santé et a contribué à institutionnaliser l'approche éco-santé dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Au-delà de tout ça, ça me fait vraiment très chaleureusement plaisir d'accueillir Marius aujourd'hui parce que, au-delà des positions académiques, c'est avant tout un ami, un collaborateur très proche qui nous fait vraiment le plaisir d'être là aujourd'hui. Et je pense que vraiment on va pouvoir profiter de sa présence. Moi, je tiens aussi à mentionner que Marius a été, et en fait, l'auteur principal d'un des chapitres de ce merveilleux ouvrage Environnement et santé publique, fondements et pratiques, qui est sorti depuis juin 2023. C'est le seul ouvrage en français exhaustif en santé environnementale, qui veut aussi une approche très multidisciplinaire et internationale. Et donc, le chapitre, je ne sais plus le 4, 5, 6, je ne sais plus le numéro, 7, Enjeux dans les pays en développement, a été l'idée, dirigé et écrit par Marius, à savoir que tout le contenu de cet ouvrage-là est disponible gratuitement, sans abonnement universitaire, à tout le monde. Donc, vous pouvez retrouver toute l'information en ligne, gratuite, accessible à tous, peu importe où vous soyez sur la planète. C'est sûr que ça vous prend minimalement une connexion Internet. Donc, sur ces belles paroles, je laisse maintenant la parole à Marius pour sa présentation. Merci Nolwenn pour la très belle présentation et je voudrais avant tout remercier le CRESP ainsi que l'USI et sans oublier et Karina, Thomas, toi-même, Patricia, Marie et Solène, si je ne me trompe pas, pour tout ce qui a été déployé pour que je sois ici aujourd'hui. Merci aussi à tous ceux qui ont pu se connecter et ceux qui sont venus d'aussi loin que Laval ou autre ou du Bénin. Alors, je vais commencer par partager la présentation. Euh, qui, comme l'a souligné Nolwenn, concerne une initiative euh, que nous appelons Éco-santé, qui est à la fois une initiative de recherche, mais aussi une initiative d'intervention avec des principes très forts comme la multidisciplinarité et interdisciplinarité, l'intersectorialité et la participation. Et donc, à travers ce projet, je vais parcourir cette expérience commune que nous avons eue dans la sous-région. Euh, alors, la première partie, je vais justifier un peu le projet. La deuxième partie, comment nous avons mis en œuvre certains principes.
les résultats avant de parler un peu des défis, quelques défis et qui vont nous permettre de discuter. Mais pourquoi éco-santé? Pourquoi la thématique de la pollution de l'air? Puisqu'il s'agit de la pollution de l'air, c'est à travers cette thématique que nous avons déployé cette approche qu'on appelle éco-santé. En fait, j'ai appelé histoire parce que je vais raconter un peu l'histoire de cette initiative et de ce projet. En fait, dans les années fin 90, début 2000, le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, a initié cette approche qui est une approche holistique, et aussi bien ici au Canada, mais surtout dans les pays du Sud, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Et mon mentor, le professeur Fayomi, a été l'un des pionniers en Afrique de l'Ouest et du Centre à adopter cette approche qui se veut euh, bien évidemment holistique, qui tient compte de la complexité des phénomènes de santé à l'intersection de l'environnement pour analyser les différents déterminants et assurer la pérennité des écosystèmes. Et donc, ça contribue à l'analyse en termes d'approche, à l'analyse directe et indirecte entre les écosystèmes, mais surtout la santé. Au début, il n'y avait pas vraiment la dimension santé environnementale, mais comme vous le savez, avec la multiplication des enjeux environnementaux associés à la santé animale, ça a été également intégré. Et donc, fin 90, les chercheurs à différents endroits, dont mon pays et l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ont obtenu de petits grants du CRDI pour mettre en œuvre des projets multidisciplinaires qui ont contribué à former les premiers apprenants en approche holistique, spécifiquement les approches écosystémiques à la santé que nous appelons éco-santé. Et donc, ils se sont, au bout de quelques années, organisés en réseau formel d'universités. En 2006, il y a eu un accord entre des universités africaines, du Sénégal, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin et autres, pour institutionnaliser cette approche et donc avait pour vision que des universités et des institutions en Afrique de l'Ouest et du Centre, qu'il n'existe plus de barrières entre les sciences et où l'approche est enseignée et surtout utilisée dans la recherche pour un développement durable. Et donc, pendant à peu près une décennie, de 2000 jusqu'en 2012, il y a eu plusieurs projets mis en œuvre pour mettre des étudiants ensemble, mentorés par des seniors de différentes disciplines pour travailler sur des thématiques précises. Au Bénin, par exemple, il y a eu le maraîchage, l'agriculture urbaine, et au Burkina, c'était sur l'eau. Et donc, différents chercheurs de différentes disciplines, que ce soit la sociologie, que ce soit les sciences environnementales ou la santé publique, se mettaient ensemble et chacun venait avec un ou deux étudiants et travaillaient ensemble sur un sujet commun. Et donc, au bout d'une décennie, il y a eu l'idée, et c'est là où j'entre en jeu, ayant fini ma thèse ici, et même avant de finir, j'avais commencé à travailler avec le professeur Fayomi, où il y a eu un appel en 2013 pour l'implantation de chaires éco-santé sur le continent africain. Et nous avons candidaté au Bénin, mais aussi dans les autres pays, membres de ce réseau. Et l'appel concernait les changements globaux. Et nous sommes allés sur cette thématique de la chaire éco-santé portant sur, bien évidemment, la pollution de l'air. Mais pourquoi la pollution de l'air?
Alors, cette bande d'images vous permet de voir, c'est un peu hein, le quotidien chez moi, au milieu, en haut et en bas. Et vous voyez ces ordures qui sont brûlées, c'est juste dans le grand marché du Bénin, qui, selon nos dits ou nos aînés, serait le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Bon, le Sénégalais va te dire la même chose de son marché à Sandaga, mais toujours est-il que à proximité ou dans ce marché, vous avez quotidiennement un brûlage de déchets. Vous avez en bas, c'est une rue de Dakar au centre-ville où vous avez autant de fumée et vous pouvez voir l'essence vendue en toute liberté et sans aucune précaution. Et donc, voilà des situations et qui nous montrent la pertinence de nous intéresser à cette thématique, surtout que qu'au début des années 2010, il n'y avait quasiment pas de données, il n'y avait que quelques études préliminaires sur la pollution, mais dans différents domaines, soit en biologie, en toxico, et soit spécifiquement des données cliniques, les spirométriques, les premières études préliminaires qui étaient faites. Et donc, on a saisi l'opportunité de faire cette proposition. Et bien évidemment, comme je disais, je venais de finir ma thèse et donc, et c'était les années où l'OMS a commencé à faire son rapport, à publier son rapport annuel sur la pollution de l'air avec le chiffre de 7 millions de décès attribuables à la pollution de l'air. Et donc, nous sommes intéressés et nous avons soumis à la fin d'un long processus, et d'ailleurs je vais profiter pour annoncer que Nolwenn avait été sollicité puisque c'est vrai, j'ai fait ma thèse ici, mais pas en santé et environnement, c'était en organisation, j'avais peu d'expertise dans le domaine. Le professeur Fayomi, mon mentor, a sollicité son réseau belge et j'ai sollicité Nolwenn qui s'était impliquée. C'est elle qui a intégré la notion d'inégalité environnementale dans ce projet et qui a été un peu le cœur par la suite, même si pour des raisons familiales, elle ne s'est pas impliquée comme il faut et surtout dans l'encadrement des doctorants, mais elle était au début. Et donc, on avait pour objectif dans ce projet deux gros aspects. C'est d'abord la recherche à travers l'amélioration de la compréhension de la pollution et surtout de ses impacts sur les maladies respiratoires non transmissibles. Et d'un autre côté, le deuxième aspect, c'est lié, étroitement lié à éco-santé, à l'éco-santé, c'est qu'une recherche doit aboutir à un changement de comportement. Et donc, ce volet concernait une intervention visant à des changements de pratiques et surtout par l'éducation environnementale. C'était un projet à la base sur 5 ans, mais prolongé d'une année, et surtout avec Covid, avec un financement du CRDI à hauteur de 1,5 million. Mais je parlais de recherche collaborative parce que nous avons eu des partenaires du Canada à travers l'UQAM, le département de communication, qui s'est appuyé sur ce projet pour aller chercher un petit financement d'à peu près un peu moins de 80 000 $ pour développer la partie que nous avons appelée la participation citoyenne. Nous avons aussi été associés à un plus gros projet qu'on a appelé le projet GeoHealth, qui a eu pour objectif de renforcer des capacités de nos doctorants en santé environnementale et en épidémiologie environnementale, qui était un projet plus gros de 3 millions de dollars américains financé par l'UNIH. On n'était pas les principaux acteurs comme dans
la chaire éco-santé, mais on a coordonné toute la partie francophone avec un budget d'à peu près 750 000 $. Et il y a eu aussi la collaboration avec Dakiwa, qui était aussi un très gros projet en physique de l'atmosphère, qui avait des capteurs, par exemple, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Et donc, ce partenariat nous a permis d'optimiser les différents résultats. Alors, 4 pays étaient concernés en Afrique de l'Ouest pour ce projet. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Bénin, les pays en vert. On s'est limité à l'Afrique de l'Ouest en raison du budget qu'on avait. Quelle démarche on a adoptée? Je vais commencer par revenir sur le partenariat effectif qui a existé dès le début de ce projet avec différents partenaires dès l'écriture, la rédaction de la note conceptuelle. Après la note conceptuelle, on faisait partie des 5 projets retenus par le CRDI. Nous avons sollicité un appui du CRDI qui nous a accordé un petit grant pour la finalisation du projet de la rédaction du protocole. Et, et ça a été le socle de la collaboration, ou je dirais du partenariat entre les différents acteurs des différents pays où nous sommes allés chercher des chercheurs de disciplines complémentaires dans la sous-région. Il y a dès cette étape, il y avait des ONG qui ont été associées au projet et bien évidemment, nos partenaires du Nord ont été associés à la rédaction de ce projet. Et l'application des principes en éco-santé, surtout la dimension équité sociale, nous a permis aussi de mettre un accent particulier sur certains groupes qui étaient surexposés et qui constituent des spécificités dans nos pays. Quand on parle de pollution de l'air, vous n'allez jamais voir ici des personnes qui sont dans des feux rouges, ce qu'on appelle les lumières au Québec, ou de grands carrefours avec des vendeurs à la sauvette. C'est des spécificités chez nous et qui font que ces groupes souvent ne paraissent pas dans les études qui sont faites en population de façon générale. Donc, on a mis l'accent sur ces groupes et nous sommes allés dans l'application de ces principes. Alors, l'idée ici n'est pas de présenter ce graphique où on ne lit pas grand-chose, mais c'est pour dire, quand on parle de pensée systémique, ensemble, nous avons travaillé à mettre en œuvre les théories de pensée systémique pour toucher les différents domaines concernés par la qualité de l'air et surtout l'impact sur la santé. Et vous verrez qu'on est allé des causes vers le contenu des différents domaines de la pollution de l'air et surtout l'exposition, caractériser l'exposition à partir des différents groupes qui sont exposés. C'est ça qui nous a permis de ressortir, par exemple, les conducteurs de taxi-moto, les vendeurs et vendeuses sur les carrefours et ceux à la sauvette. Et l'exposition découle en partie les expositions. Nous n'avons pas oublié non plus les aspects légaux, politiques, réglementation, les aspects comportementaux. Et donc, nous sommes allés dans une perspective globale. C'est vrai, vous allez voir le lien avec l'environnement et le changement climatique, même si dans les études que vous voyez ici, nous ne sommes pas allés dans le détail au niveau des changements climatiques. Ici, c'est pour montrer l'approche interdisciplinaire que nous avons tenté. Dans les défis, je reviendrai pour montrer que il y avait même une ambition au début d'aller jusqu'au niveau de la transdisciplinarité
qui est un niveau supérieur à l'interdisciplinarité, où nous étions censés créer une discipline virtuelle et donc travailler dans un paradigme spécifique. Mais très vite, les difficultés se sont apparues. Mais c'était ce qu'on a conçu et nous avons essayé quand même de mener les études, différentes études ici, de l'analyse de la réglementation. Les études préliminaires concernaient l'analyse du milieu pour voir les différentes sources de pollution, les caractéristiques, la typologie des habitations, pour pouvoir intégrer dans notre échantillonnage, dans l'échantillonnage, les différentes catégories socio-professionnelles. Nous avons également mené des enquêtes, connaissances, attitudes et pratiques au début, avant l'intervention et pour pouvoir apprécier le changement apporté de façon populationnelle. C'est l'efficacité populationnelle qui nous a intéressés. Il y a les études de recours aux soins et de façon spécifique, nous avons travaillé dans deux pays sur la pollution de l'air extérieur, c'est-à-dire à Dakar au Sénégal et à Cotonou au Bénin, puisqu'il s'agissait de la pollution urbaine, et à Ouagadougou au Burkina et à Abidjan en Côte d'Ivoire, c'était la pollution intérieure de l'air. Et donc des stratégies ambitieuses d'échantillonnage, par exemple interdisciplinaire, où on concevait des outils et pour collecter, que ce soit les données cliniques, des données socio-épidémiologiques et surtout des données d'exposition à la pollution de l'air. Nous avons aussi essayé de cartographier les différents acteurs qui intervenaient dans le champ de la pollution de l'air, que ce soit les ONG, que ce soit les organismes ministériels ou même les ministères qui ont un impact tel que le transport, le ministère du cadre de vie et bien évidemment de l'environnement. Nous avons associé tous ces ministères euh, au déroulement de l'étude. Nous ne sommes pas restés à faire juste de la diffusion. L'ambition au début, c'était de les réunir 2 fois par an, 1 fois par semestre, mais dans certains pays, minimalement, on les a regroupés 1 fois par an. Et l'idée, c'est de partager, de les associer tout au long du processus de recherche en vue d'une utilisation optimale des résultats. Alors, quelques résultats de recherche, sachant que l'auditoire est diversifié, j'ai essayé de mettre quelques résultats et de façon globale. Il s'est avéré, et ça, ce n'est rien de nouveau, on le sait avec différentes publications précédant nos études, que le niveau de pollution, même si on pense qu'en Afrique, nous ne polluons pas suffisamment ou que nous n'avons pas suffisamment d'industrie, nous avons des niveaux de pollution, des concentrations qui sont 2 à 5 fois supérieurs lorsqu'on considère par exemple le monoxyde de carbone ou le dioxyde de soufre, mais surtout les particules fines. Et nous avons, quand on prend par exemple les particules fines de 2,5, ça j'ai donné l'exemple d'Abidjan, c'est la même chose qui a été retrouvée à peu près dans les différents pays, à quelques différences près, et on a des concentrations jusqu'à 5 fois supérieures aux normes de l'OMS ou dans les pays où il y a des normes, puisque les normes ne sont pas souvent alignées aux recommandations internationales, c'est toujours 3 à 5 voire un peu plus. Vous avez vu au Bénin, sur les carrefours, par exemple, nous avons des concentrations 10 fois supérieures aux normes de l'OMS. Nous avons relevé là les heures de pointe où les concentrations journalières
on atteignait les pics, ça pouvait servir de base d'intervention pour nos dirigeants s'ils veulent. Et nous avons également relevé en ce qui concerne la pollution extérieure que le trafic était assuré par des véhicules âgés. Et même si la réglementation dans nombre de nos pays devrait limiter la présence de ces véhicules, au Bénin par exemple, un véhicule euh, ne devait pas avoir plus de 8 ans à l'entrée dans le pays et malgré ça, il y a des véhicules de plus de 15 ans qui entrent tous les jours. C'est pour dire, nous avons fait une analyse de la réglementation qui a montré, et dans la plupart des pays, que nos pays ont des réglementations fortes, des législations fortes, des politiques fortes. Alors, même si je viens de soulever que parfois ces réglementations ne tiennent pas compte des seuils recommandés au niveau international. Mais le problème, c'est que les politiques ne sont pas appliquées. Il n'y a pas de moyens. Lorsque vous définissez des seuils de pollution dans l'industrie ou même dans la ville et que vous n'êtes pas en mesure de mesurer, vous avez beau avoir des normes ou une loi, ce qui a aucun impact sur la santé et des populations. Ce qu'on a trouvé aussi d'intéressant dans cette étude, qui est qui constitue un résultat original, c'est le fait qu'on a démontré qu'il y a des facteurs d'exposition en ce qui constitue des risques d'exposition tels que les types d'habitation, d'habitat ou le nombre de fenêtres puisqu'il y a la massification aujourd'hui dans nos villes progressivement, qui fait que les gens vivent désormais dans des appartements d'une pièce ou deux pièces où il n'y a quasiment pas d'ouverture pour des questions de sécurité. Et vous avez également des cuisines qui sont implantées à l'intérieur de ces appartements sans ouverture. Et donc, voilà des facteurs qui étaient corrélés à la concentration de particules fines dans ces habitats. Nous avons également remarqué que les femmes, bien évidemment, étaient plus exposées, femmes et enfants, que les hommes en raison de leur présence dans ces cuisines, souvent sans ouverture, et l'utilisation de la biomasse. Et en termes de risques sanitaires, en termes de risques sanitaires, nous avons également pu démontrer que ces populations cibles présentaient plus de risques que les autres groupes quand on compare les vendeuses dans ces carrefours ou aux abords des grandes artères par rapport à d'autres qui ne sont pas aussi exposés. Nous avons remarqué qu'il y a des risques sanitaires. On a relevé par exemple l'altération débutante de la fonction pulmonaire. Bien sûr, nous avons également remarqué par rapport aux autres vendeurs, les vendeurs ou ceux qui, parce qu'il n'y a pas que les vendeurs dans les feux, tous les travailleurs qui avaient des magasins ou boutiques où leur site de travail était sur les ronds-points présentaient bien évidemment des risques de démangeaison, par exemple, ou de tous les symptômes, certains symptômes liés à la respiration ou aux aspects dermatologiques. Nous avons également relevé par rapport aux conducteurs de moto que le risque de développer les maladies cardiaques et pulmonaires était beaucoup plus élevé et lorsqu'ils avaient plus d'expérience dans le métier. Et on a relevé des risques d'anomalies génétiques
ce qu'on appelle les dommages oxydatifs à l'ADN, avec potentiellement des risques de cancer pulmonaire à long terme. Nous avons également pu relever le niveau de connaissance le niveau de connaissance de ces conducteurs qui étaient totalement en déphasage avec les risques et surtout qu'ils ignoraient à 80% les risques de maladies associés à leur exposition à la pollution. Alors, voilà quelques résultats. Je vais mettre, il y a le lien du site des différentes publications et nous avons de nombreux autres résultats. Ici, c'est la partie concernant l'intervention. Comme je disais, je commence par cette citation d'un chercheur sud-africain qui nous dit que les plus grandes découvertes du XXe siècle ne se situent pas dans la science, c'est étonnant pour un chercheur, mais plutôt dans l'émergence d'une prise de conscience que nous habitons une planète aux ressources limitées. Et donc, si je suis un chercheur et que j'ai des résultats, ça ne sert pas à grand-chose si on n'est pas en mesure d'amener des changements ou une prise de conscience de la communauté, que ce soit des décideurs ou que ce soit des communautés. Et donc, c'est ce qui nous a amené dans ce projet à développer le volet S5 et dès le début de ce projet avec deux volets, un volet communautaire et un volet institutionnel. Et donc, dans le volet communautaire, nous avons pu construire, développer et bâtir dans la durée un partenariat avec des associations et des groupes de femmes dans ces communautés. Si vous m'avez suivi, vous avez vu qu'il y a des femmes qui sont les plus touchées. On a travaillé dans le marché d'Antopa et dans deux autres quartiers de la ville et de la banlieue. Et donc, les chefs de quartier ont été associés ainsi que différentes représentations de groupes sociaux dans ces communautés. Et donc, nous avons avec les représentants de ces différentes organisations communautaires euh, organisé un atelier collaboratif pour pouvoir identifier, comprendre les contraintes et les intérêts de chaque partenaire dans une intervention de prévention ou de réduction de l'exposition de certains groupes vulnérables de la communauté. Et donc, ça nous a amené à construire collectivement des séances différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir en ce qui concerne la sensibilisation. On a pensé, c'est surtout, ça a émergé de ces ateliers collaboratifs, de ne pas faire des séances de sensibilisation one-shot comme on a l'habitude de faire, mais plutôt d'être dans un processus qui mêle sensibilisation et entretien dans la durée. Ça a fait qu'on a constitué groupes, des groupes de 25 à 30 personnes, à chaque fois, surtout dans les quartiers, lorsqu'il s'agissait des femmes ou lorsqu'il s'agissait des taxis-motos, pour pouvoir les entretenir, mais surtout avec des animateurs qui provenaient de ces quartiers et qui pouvaient leur parler dans un langage qu'ils ont l'habitude de partager. Et donc, c'est après la co-construction, il y a eu le développement de ces ateliers animés par des animateurs qui venaient des différentes communautés. Nous avons aussi ajouté des collages d'affichage dans les centres de santé, mais aussi les animateurs étaient payés dans le cadre du projet pour faire ce que nous appelons le porte-à-porte pour pouvoir sensibiliser un peu plus. Et c'est ce qui nous a amené à faire une évaluation de l'efficacité populationnelle et dans ces communautés.
Et comme vous le savez, il ne suffit pas d'avoir les connaissances ou d'avoir la volonté ou d'avoir la conscience. Parfois, certains n'ont pas les moyens et nous avons ici essayé d'appuyer à travers, par exemple, à Cotonou, la distribution, pas de façon gratuite, hein. Nous avons contribué à hauteur de 60% la mise à disposition de ces foyers. Ici, vous voyez, je l'ai mis volontairement, c'est un peu noir, mais ça, c'est un atelier de sensibilisation dans le marché parce on n'a pas loué de salle pour faire nos activités. Nous avons vraiment collaboré avec les acteurs du marché et là, c'est chez le Sécu qui a mis à disposition cette salle dans sa maison et c'est un peu un garage. Et donc, là, on était dans une activité de sensibilisation avec une animatrice. Ça, c'est un support qui a été développé conjointement avec la, les femmes, les groupes de femmes. Il me reste combien de minutes? Très bien, je suis dans le temps. Alors, donc, le volet communautaire nous a permis de montrer avec un budget mesuré, pas quartier, tout le processus qui a duré parce qu'on espaçait les séances de 6 semaines pour pouvoir revenir à chaque fois sur les acquis et les petits changements qui avaient été initiés pour diffuser des modèles qui venaient des dames. Et donc, on a pu, au bout d'une année, quand nous avons refait l'évaluation, on a pu montrer qu'il y avait des connaissances renforcées, pas seulement chez les femmes qui ont participé, puisque dans chaque communauté, on a sensibilisé à peu près 100 femmes et, et 100, on va dire 100 participants, majoritairement des femmes. Mais dans la réalité, on a pu renforcer et je peux dire durablement des connaissances, surtout sur les sources où, je vous ai dit, on a fait des pré-tests et des post-tests. Donc, on a pu mesurer une augmentation substantielle du niveau de connaissance, mais également, ce qui est important, c'est les pratiques. Il y avait près de 40% de ménages qui utilisaient de l'encens, les portes fermées, et après ces activités, on a complètement réduit jusqu'à 13% dans certains pays comme le Bénin. Et donc, l'utilisation des sacs plastiques pour faire le feu, c'était à la mode il y a 10 ans. On a aussi réduit substantiellement cette dimension. L'aération des bâtiments est devenue une pratique. Mais je dois aussi dire, relever que l'étude sur la participation citoyenne portée par nos collègues de l'UQAM, l'étude nous a aidé à mieux façonner la dimension genre qui était très théorique au début dans ce projet et qui nous a amené à adopter une des séances plus en phase avec une relation de pouvoir entre le savoir scientifique et les savoirs endogènes pour laisser libre cours à ce qui venait émerger des communautés. On pourrait y revenir. Et ça, vous ne le lisez pas, mais j'ai mis un impact du projet. Le projet est fini depuis 2001 et qui dit 2001, comme vous savez, il y a eu Covid, donc le projet était fini dans les activités depuis fin 99. On a fait l'atelier final en 2020 et Covid est arrivé, tout a été suspendu. Mais les groupes de femmes dans des 3 communautés dans lesquelles nous avons travaillé à Cotonou ont continué leurs activités. Il n'y a aucun financement. Elles se sont organisées en association et il y a exactement un mois, jour pour jour, les collègues de l'UQAM qui étaient revenus sur des fonds de tiroir puisque ce n'était pas un projet financé
on les a rencontrés et on a réalisé que les acquis, c'est à travers un focus group que les acquis persistaient et donc et un intérêt d'aller plus loin dans le travail qu'elles font. Et donc, de ce projet, c'est un effet durable et donc on peut dire, sans se tromper, que c'est un impact. Le volet institutionnel, nous avons eu moins de succès, mais ça ne vous étonnera pas. Et même si on a fait ce qu'il faut, des ateliers de mobilisation des différents acteurs politiques et décisionnels, ils ont été enrôlés. Comme je vous ai dit, on a fait la cartographie, mais vous savez ce qui se passe dans nos pays, c'est qu'il y a des changements assez fréquents et même ceux qui viennent, l'agenda politique impacte beaucoup les décisions. Et donc, malgré tout ce qui a été fait, nous n'avons pas pu obtenir un acquis au Bénin serait d'avoir, comme au Sénégal, une station de surveillance de la qualité de l'air avec des capteurs fixes, ce que nous n'avons pas jusqu'à ce jour. Mais tout n'a pas été négatif. J'ose croire que nous avons contribué un peu en soit peu aujourd'hui. Les véhicules neufs sont exemptés, à quatre roues sont exemptés de taxes douanières et cela contribue probablement à la réduction. La dernière partie, ce sont les défis. Et on a eu énormément de challenges. Je vous ai dit, c'est trop beau, l'interdisciplinarité, mais dans la réalité, c'est bien d'avoir des collègues du Nord, mais dans chaque pays. Et si je n'ai pas un physicien de l'atmosphère capable de faire le suivi, vous comprenez les difficultés inhérentes à l'interdisciplinarité. Nous avons eu des difficultés liées à, au suivi à Cotonou des études, l'indisponibilité. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup de chefs et même à l'université. Bon, moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu la chance, le professeur Payomi était un être spécial, mais dans d'autres pays, ça a mis du temps pour qu'on laisse la place aux jeunes pour prendre la main. Et même quand on leur laissait la place, puisqu'ils n'ont pas été habitués à ce qu'on leur laisse la place, ça a été très difficile de mettre en œuvre le projet selon le chronogramme. Nous avons également eu les problèmes de ressources pour faire le recalibrage et la maintenance des équipements. Il y a, et ça c'est ce qu'il y a d'important, des sujets importants de discussion. Je vous ai dit, grâce au projet sur la participation, nous avons rééquilibré un peu la place du savoir scientifique, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on répond lorsque vous êtes assis et qu'il y a des faussetés et sur bon, ce que moi je considère comme des propos erronés de l'animatrice ou des participants ou participantes, qu'est-ce qu'on en fait? Difficile de faire comprendre les notions. Nous avons cherché par tous les moyens de travailler, mais on sent que ça passe pas. Alors, pour finir, ça c'est quelques articles. J'ai mis le lien, la présentation peut être partagée aux participants. Et je vais finir, c'est mon mentor, le professeur Fayomi, qui n'est plus, qui nous a laissé pendant la COVID et qui est un être particulier. Je vous ai dit, leur ambition, c'est des disciplines qui se parlent qui a plus de barrières. C'est un professeur de santé au travail et environnement. Il a été le doyen de la faculté de médecine. Si vous connaissez les facs de médecine, y compris ici, c'est une discipline assez fermée et pourtant c'est un être visionnaire, mais très humble qui, à son humilité, a permis
de fédérer différentes disciplines pour nous permettre de nous mettre en route dans cette approche qui est un peu, on peut dire, la mère de l'approche One Health, donc, qui est à la mode aujourd'hui. Et on peut construire aisément One Health sur cette approche. Ici, c'était le lancement en février 2015 de ce projet avec le ministre du cadre de vie à l'époque, avec différents représentants d'institutions à un très haut niveau qu'on a eu lors des différents ateliers d'appropriation, de partage des résultats à mi-parcours, d'ateliers collaboratifs et autres. Sur ce, je vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marius, pour ce partage d'expérience. En fait, moi, c'est ça, je ne l'avais pas dit en guise d'introduction. J'ai pas déclaré mes conflits d'intérêts. J'étais un petit peu en conflit parce que j'ai contribué effectivement à la rédaction de la note et du protocole. Et après, est arrivé le plus beau moment de ma vie, c'est-à-dire de devenir maman, qui m'a un peu empêchée de voyager pendant les années qui ont suivi. Euh, donc, ça m'a replongé plusieurs années en arrière. Peut-être avant d'ouvrir aussi la discussion et les questions à toutes et à tous, j'aurais quand même une question, Marius, pour toi. Euh, dans ta présentation, tu nous as bien fait part des retombées en termes scientifiques, donc des articles qui ont été écrits, des recherches qui ont été faites, en termes, j'allais dire, communautaire participation. Il était quand même question d'une chaire de recherche. Donc, qu'en est-il? Peux-tu nous dire un mot, en fait, de de la formation des étudiants? Quelles retombées ça a pu avoir dans le fait de former une relève scientifique au sein de ce gros projet? Donc, 4 pays, 5 ans sur l'étude de la pollution de l'air. Quelles sont les retombées en termes de formation, je vais dire plus académique peut-être? Peux-tu nous dire un petit mot là-dessus? Oui, merci encore Nolwenn pour l'opportunité de partager un peu ce que nous savons faire. Euh, alors, je ne l'ai pas souligné parce que en 30-40 minutes, on ne peut pas tout mentionner. Dans ce projet, nous avons formé des doctorants, c'est-à-dire le projet a créé une formation doctorale sur les écosystèmes et la santé. Et, et nous avons eu une dizaine de doctorants qui ont soutenu. Et il y a deux ou trois qui n'ont pas pu finir, et une qui a abandonné bien avant, dès la première année, et deux autres qui n'ont pas pu finir. Mais sur la douzaine de doctorants que nous avons recrutés les 2 premières années du projet, nous avons eu une dizaine de soutenances. Et quand tu parles de formation, nous avons profité de la présence récente de Joanne et de Stéphanie à Cotonou pour organiser une table ronde dans mon institut, l'Institut régional de santé publique, comme l'Alfred Kenom à Ouida. Et j'ai eu l'opportunité d'inviter un ancien impétrant de ce programme, Dr Beinde, qui est maintenant le numéro 2 de l'agence qui gère les épidémies au Bénin, qui est responsable de la plateforme One Health. Et donc, nous avons contribué à former également des jeunes qui sont, bien évidemment, malgré les difficultés, certains sont à des positions et qui contribuent à continuer cette œuvre du professeur Payon. Parfait. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Je pourrais ouvrir la période de questions, peut-être d'abord dans la salle. Je ne sais pas, est-ce que parmi vous, il y a des questions? Oui? Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, Dieu. Oui, au fond qu'elle est. Merci pour la belle présentation. Je trouve que en 40 minutes, vous n'avez probablement pas eu l'occasion de décrire l'impressionnante ampleur de ce projet.
Juste avec les détails que vous avez mentionnés, j'imagine toutes les embûches et toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir sur le terrain. Je voulais revenir sur la partie institutionnelle du projet, qui est en fait, j'ai l'impression, une barrière systématique dans des projets qui sont menés dans notre sous-région. Et je me demande où est où est la clé, en fait, pour débloquer cette barrière. Donc, vous avez mentionné plusieurs possibilités ou problèmes. Le fait que les dirigeants en question aient une rotation assez fréquente. La question du manque de moyens. Mais dans nos pays, la question de rotation des dirigeants, j'aimerais comprendre un peu plus parce que quand on regarde, les mandats sont plus longs, la fréquence des mandats est plus longue. Donc, comment est-ce on explique une multiplicité de mandats et en même temps une rotation assez fréquente des dirigeants? La question de manque de moyens aussi, j'ai parfois l'impression que ce n'est pas un manque de moyens, mais un manque de volonté de, euh, de financer ces réalités. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces points-là? Et puis, comment est-ce qu'on avance malgré ces embûches? Parce que je veux pas, la gouvernance est essentielle pour des projets d'envergure comme ça. Absolument. Merci beaucoup à vous. Je sais que vous êtes du Togo, mais vous m'avez parlé et le fond qui est une de nos langues en griffe nationale. Alors, oui, vous touchez du doigt un aspect important. Nous avons analysé les politiques et réglementations parce que quand on parle de qualité de l'air, il y a des décisions importantes qui doivent provenir de la gouvernance. Mais pour vous dire vrai, les choses bougent. Depuis le début de ce projet, il y a eu des avancées dans les différents pays. J'ai juste relevé un aspect important, les capteurs. Le Bénin s'est procuré de capteurs qui n'ont jamais fonctionné. Alors, je ne peux pas aller dans tous les détails. C'est qu'il y a des enjeux économiques liés à ça, il y a des enjeux de compétences et de capacités. Et donc, c'est vrai que quand je vois qu'il n'y a pas de système de surveillance presque 10 ans après qu'on ait commencé cette répression, ça peut choquer. Oui, c'est vrai. Bon, au Bénin, nous avons commencé le projet en 2015 et il y a eu un renouvellement de gouvernance en 2016. Et donc, oui, il y a eu une mutation, mais vous savez, chez nous, les dirigeants, c'est nous, hein. Nous avons connu des membres de notre équipe au début qui sont devenus ministres de la Santé et autres, des directeurs de programmes. Mais dans la réalité, le problème de l'Afrique à ce niveau, c'est que tout est à faire. Et donc, c'est très facile à chaque fois de dire ils ne font rien. Ils font. C'est juste que nous, par rapport à quand nous voyons l'urgence, c'est pas souvent en adéquation avec l'agenda du politicien qui veut investir aussi en partie sur des enjeux pour lesquels il a immédiatement quelque chose à vendre pour sa réélection. Et donc, on n'a pas souvent la capacité de tout changer. Mais je vous ai dit, au Bénin, des choses ont changé. On peut acheter aujourd'hui un véhicule neuf à un coût raisonnable. Il y a quelques années, il fallait payer quasiment 50% de la valeur du véhicule donc en tasse douanière. Et donc, des choses avancent. Nous avons été impliqués, et moi-même, et le professeur Payomi et moi-même, dans la rédaction, la révision de la loi portant pollution au Bénin avec les différentes normes. Malheureusement, vous savez, c'est aussi un processus politique qui met pratiquement 5 à 7 ans pour avoir une loi lorsque ce n'est pas
un choix qui vient de la présidence et que c'est une initiative du ministère ou d'une agence du ministère. Donc, des choses se font, mais je suis d'accord que et souvent, les agendas ne se croisent pas. Scientifiques et politiques ne se croisent pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, commentaires dans la salle? Oui? Euh, Merci. Peut-être pas une question de ma part, mais une intervention. Je suis aussi issue du Bénin. Et le seul mot que je pourrais dire, c'est bravo, mais je ne sais pas, je Oui, pense que ça veut dire bienvenue. merci ou Non, bienvenue. D'accord. Merci. Moi, quand vous parlez de volonté politique, comme je dis, j'y sors et je sais comment ça se passe avec le ministère de la Santé. Et puis, quand vous dites, comment est-ce qu'on peut faire que ça coïncide, ça s'aligne avec l'agenda des autorités locales? Nous, on avait fait avec d'autres ONG dans le pays et aussi d'autres bailleurs, fait en sorte qu'on travaille plutôt du côté des parlementaires. Et on a pu, à un certain moment, je pense que c'était juste pendant toute cette période du Covid, on a eu, Bénin était un des rares pays à pouvoir imposer un sujet de santé qui était très, très controversé dans toute l'Afrique. Mais je pense qu'il y a à un certain moment, il y a un moyen de faire une coalition entre tous les intervenants. Et c'est là que mon intervention porte. Ma démarche, en fait, c'est, comme je l'ai dit, je travaille ici maintenant avec World Vision Canada. Et ce que nous voudrions faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'établir un partenariat. Comment est-ce qu'on peut combiner nos forces ensemble? Nous sommes, peut-être certains d'entre vous connaissent ce que fait World Vision Canada. Nous sommes surtout axés sur le bien-être et la santé des enfants. Et de plus en plus, vous parlez de pollution de l'air, mais nous, on veut aller un peu plus holistiquement avec le changement climatique. C'est quoi l'effet du changement climatique sur la santé et surtout la santé des enfants? Et je pense que si on se limitait à la pollution de l'air, il y aura un moyen aussi de voir un peu plus grand, pas uniquement sur les maladies respiratoires et cardiopulmonaires, mais sur la santé de la reproduction. Vous avez évoqué tout à l'heure l'infertilité masculine, les naissances prématurées, tout cela. Et donc, je viens dans une démarche de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut travailler main dans la main. Notre World Vision Canada, notre limite, c'est que nous ne sommes pas francophones, mais on veut travailler dans l'Afrique de l'Ouest. Et par contre, nous ne travaillons ni au Burkina Faso, ni au Bénin, ni en Côte d'Ivoire, mais on est plus intéressé sur le Mali et le Sénégal. Exact. Et par rapport à ces dimensions de climat, changement climatique, le secteur de l'environnement, le secteur de la santé, oui. Et nous travaillons surtout avec les leaders religieux. Voilà. Je pense que c'était le seul aspect que je n'ai pas vu dans votre approche communautaire, ces aspects de leaders religieux. Ils peuvent apporter beaucoup dans le changement. Alors, je n'ai pas eu le temps, il nous reste 2 minutes, mais oui, on pourrait continuer après. Je voudrais vous dire, les leaders religieux ont été impliqués surtout dans les pays comme le Sénégal. On les appelle les Badjinogor, qui ont été associés. Vous ne pouvez pas faire une intervention communautaire sans. Alors, ici, je ne peux pas dire tout ce qui a été fait dans chaque pays dans le détail, mais je voudrais vous dire, la collaboration est possible, on pourrait en parler. Et plus tard, dans notre projet, il y avait la dimension changement climatique. Comme vous savez, à l'heure actuelle, c'est la thématique. Hein. Et si on veut des sous, il faut parler de changement climatique ou parler de la santé de la reproduction. Et vous avez parlé des deux. En tout cas, nous sommes en recherche et nous essayons, comme vous l'avez vu dans notre approche, de penser au changement. Et dans la cartographie, si je la représente, vous allez voir, on a associé l'Assemblée et malheureusement, l'Assemblée, ça fait partie des organisations ou des institutions où quand vous les invitez, ils vous envoient pas un représentant à un niveau élevé parce qu'ils sont sur le terrain tout le temps, les députés. Ils sont dans nos pays, c'est beaucoup plus la politique de terrain qui compte. Mais on a invité, on a déjà eu
dans les différents pays des représentants de l'Assemblée qui ont participé à nos activités. Et comme vous savez, le processus législatif dans nos pays passe forcément par l'exécutif pour aller à l'Assemblée. Donc, on ne peut pas travailler exclusivement avec les députés, mais c'est juste s'assurer qu'ils sont conscients et que quelqu'un peut porter le message lors des débats sur un projet de loi éventuel en lien avec la thématique. Mais je suis d'accord avec vous que pour changer, c'est les lois, mais les lois ne suffisent pas. Je vous l'ai démontré. C'est-à-dire, quand nous avons fait notre mois avant de commencer, je n'ai jamais su qu'au Bénin, on ne pouvait pas entrer normalement avec un véhicule qui avait moins de 8 ans. Et pourtant, et tous les jours au port, vous avez des véhicules qui ont une vingtaine d'années qui entrent. Comment est-ce possible? On a une loi. J'ai une loi qui définit la qualité des carburants qui entrent au Bénin. Et pourtant, personne ne relève ça. Donc, ce n'est pas suffisant. Et avant tout, c'est une prise de conscience à différents niveaux, dans différents directeurs qui changent déjà on va dire, qui posent de petites actions pour contribuer à cet objectif global. Moi, je crois plus à ça aujourd'hui, parce que si vous me demandez à la fin, qu'est-ce que je retiens de tout ce qu'on a déployé pendant à peu près 6 ans? C'est ce que je vous ai montré à la fin, qui est un fait réel de femmes qui ont décidé de continuer l'action après le projet. Nous n'avons pas beaucoup, on n'a pas soutenu plus que ça, mais elles existent. Et elles continuent et nous parlent de comment elles évitent le brûlage des déchets dans les quartiers. Et ça, pour moi, ça a beaucoup plus d'intérêt que la ou est aussi important que la réduction ou l'annulation de la taxe douanière au Bénin, par exemple, ou la mise en place d'une station en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas lié au projet puisque le projet existait avant le démarrage de notre projet. Mais nous avons contribué, en tout cas les membres du projet, à la mise en place d'un système de surveillance en Côte d'Ivoire, par exemple. Merci beaucoup. Merci Marius pour toutes ces vraiment intéressantes informations. On a dépassé un petit peu le temps, donc on va remercier tous ceux qui étaient en ligne. Je ne sais pas si en ligne il y avait quelqu'un qui voulait dire un petit mot ou intervenir. Il y a Karina qui a débloqué son micro, je crois que... Ouais. Peut-être je me permettrais, là, quelques secondes, là, je sais qu'on a dépassé le temps, mais je voulais vous remercier, Marius, pour la présentation et Nolwenn et le CRES d'avoir organisé là, cette conférence midi. C'est une belle histoire que tu nous as racontée, Marius. Et puis je pense qu'on a plusieurs exemples de ce qui a marché, des défis que vous avez rencontrés, que vous rencontrez encore, et je suis certaine que d'autres chapitres s'écriront à cette belle histoire. Et c'est important de souligner hein, les avancements, autant communautaires et même les petits avancements institutionnels. Je pense que c'est ce qui nous motive à continuer. Tu as parlé beaucoup de partenariats également, des partenariats très diversifiés, autant au Bénin, avec d'autres pays africains, d'autres universités, puis d'autres organisations internationales. Et ça aussi, je pense que c'est important à souligner, à suivre également, parce que c'est avec la collaboration également qu'on avance en santé mondiale. Alors, je voulais te féliciter et puis te souhaiter une bonne fin de séjour au Québec. Merci. Et on se reverra quelque part dans le monde, sûrement, à Cotonou. Absolument. Merci beaucoup, Karina, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci Karina. Le poulet bicyclette et les alocos t'attendent à Cotonou. Alors, le petit mot de la fin peut-être, je vais juste reprendre la parole de Karina. Hein. On dit souvent que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je pense que si on peut retenir
une parole de ce que Marius nous a raconté aujourd'hui, c'est vraiment cette vision de travailler ensemble, de la collaboration avec différents types de partenaires, que ce soit académiques, institutionnels, communautaires, mais ensemble, on peut aller vraiment plus loin. Alors voilà, ça va clore la rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre belle présentation et votre belle participation. Merci. Merci.